Vous souvenez-vous de cette douce et étrange période dans laquelle les trailers de jeux vidéo nous mentaient? À grands coups de vidéos promotionnelles un peu trop généreuses, de séquences de gameplay mensongères, tout ça pour nous vendre des jeux qui, en fait, n'existaient pas vraiment. Si pour bon nombre de joueurs et de joueuses, cette période qu'on espère révolue fait froid dans le dos, notre cher Médoc, lui, en est nostalgique. Ses yeux ne brillent plus tout à fait autant qu'avant. Alors le jeu vidéo est-il devenu trop sincère pour son propre bien? C'est la question soulevée dans cet épisode de la sauvegarde de Jour de Play. C'est parti pour la hot take. Oh, la préparation. Il y a la tête qui brûle, les pompiers. Oui, bonjour Médoc. C'est l'histoire d'une grenouille et d'un scorpion. Yes, c'est ça la take. Elle, gameuse devant l'éternel, fan de bonnes histoires et de gameplay aux petits oignons. Lui, éditeur, développeur de jeux vidéo. Bien sûr. Un jour, le scorpion décide d'ambiancer la grenouille sur un de ses jeux à sortir. « Tu veux pas préco mon jeu ou l'acheter Day One ?» lui dit-il. « Ouais, je sais pas, j'attends de voir les retours, on sait jamais », lui répond la grenouille. « Mais non, regarde ces magnifiques trailers, regarde ces magnifiques images, cette séquence de gameplay quasi identique à ce que tu vas avoir d'ici quelques années. » Fasciné par ces images plus folles les unes que les autres, la grenouille passe instantanément de sceptique à méga enthousiaste avant de lui répondre, parce qu'elle regarde comme ça. J'avoue. Vient le jour de la sortie de Watch Dogs, et donc la grenouille est en train de jouer. Mais c'est quoi le délire, frérot? Et là, le scorpion, il fait... Et après, il la pique, parce que ça, ça reste un animal dangereux. Enfin, je veux dire, c'est imprévisible. C'est déjà hallucinant qu'ils aient interagi aussi longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. N'était-elle pas plus douce l'époque où on nous mitonnait à coups de trailers de jeux imaginaires et d'images qui n'existent pas, d'un produit final qu'on verra jamais, enfin ça sera jamais pareil? Bah si, la réponse c'est si, c'était rhétorique comme question. Évidemment que c'était plus doux à l'époque, on nous mitonnait dans les trailers. Watch Dogs, on en parle souvent, parce que les différences entre ce qu'on nous a montré donc en 2012 et le jeu sorti lui en 2014, elles sont énormes. Mais moi, j'y étais moi, en 2012. J'y étais moi, à Los Angeles. Et ce jour-là, ce 4 juin 2012, je peux vous dire que les étoiles, elles n'étaient pas sur Hollywood Boulevard. Elles étaient dans les yeux des gens, dans la salle. Mais oui, et tu voyais la lumière, les animations, les gens, les PNJ qui interagissaient entre eux de manière super naturelle et cohérente. Le hack qui semblait smooth et ludique, les gunfights avec ces explosions délirantes. Et derrière, la fuite dans un bolide rouge, donc ça allait plus vite. Dans une ville pleine de promesses. C'était génial, j'oublierai jamais ce jour-là. Non mais le pouvoir, c'est ça que je veux dire. Le pouvoir de suggestion, il est dingue. Le pouvoir des images, il est dingue. Ubisoft, des années d'expérience en tant que fournisseur de rêves. Je parle d'Ubisoft, mais attention, Ubi n'a évidemment pas le monopole de l'onirisme, ce que je déplore. Le monopole de l'onirisme. Ouais, à titre personnel. On doit beaucoup à d'autres boîtes, comme Electronic Arts, Mass Effect Andromeda. Yes. Je me souviens du teaser, le premier trailer ou un des premiers teasers qu'ils nous avaient montré. Et j'étais hypé de ouf. J'étais tellement hypé par le trailer. J'ai oublié que le jeu était sorti, que j'y avais joué, que c'était pas très bien. Non mais tu vois la puissance. Ouais. Tu vois la puissance du truc quand même. Alors voilà, bien évidemment, je suis pas du tout exhaustif là quand je cite tous mes jeux, c'est beaucoup trop difficile parce que les distributions de rêve, au final, c'est ça que j'aime, c'est ça que je défends. C'est pourquoi je milite. T'en as eu dans tous les sens. Il y a plein de boîtes qui t'ont montré des images et qui correspondaient pas forcément au produit final, mais qui te faisait rêver. Donc il y en a eu dans tous les sens. Mais je tiens toutefois quand même à évoquer Cyberpunk 2077. Et là, pardon Gotos, de te prendre à partie, mais pardon, entre le reveal, vous vous souvenez là, on entend Ready to make red. Le gap immense entre ce qu'ils nous ont vendu et ce qu'on a eu Day One, s'il n'avait pas été aussi massif, honnêtement, Gotos, t'aurais pas ces pairs avec tes petites vidéos là. Ben, faut être honnête. Non, mais un peu. Non, vous voyez, j'aime pas les polémiques. Faut un peu d'honnêteté dans cette rubrique. Voilà pourquoi je pense que il serait bon de se remettre. Et là, je parle pour les éditeurs, etc. À mentir
dans les trailers. Tu veux qu'on parce que tu veux qu'on te mente mieux. Évidemment, Ouais. parce qu'au final, tout le monde y gagne. Et ça t'a remis un peu d'étoiles dans les yeux, du coup. C'est vrai qu'on manque un peu d'étoiles. Mais oui, je je- le dis, mais oui. J'ai du mal à saisir ce qui a changé. Du coup, ce qu'on a fait, c'est ce que je te propose, c'est de demander à Olbius. Peut-être, lui, il est doué, tu sais, pour le contexte, tout ça. Peut-être qu'il va pouvoir Ok. éclairer certaines zones. Ouais, bah regardons. Bah écoute, on va voir ce qu'Olbius en pense maintenant. Bon, Médoc, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ton histoire de scorpion et de grenouille. En revanche, tu as mis le doigt sur une particularité insolite de l'industrie. À bien y réfléchir, ces fameuses promesses en l'air sont une sorte d'exclusivité du jeu vidéo. On imagine difficilement que la séquence ultra spectaculaire du dernier trailer de Mission Impossible ne se retrouve finalement pas dans le film. Mais alors pourquoi tant d'esbrouf ? Il y a un point dans ta hot take, Médoc, qui m'a interpellé. Quand tu parles du plaisir ressenti dans l'attente, dans l'anticipation d'une aventure incroyable. En gros, la joie simple des jours qui précèdent Noël. Le fantasme est souvent bien plus puissant que la réalité. Mais si générer de la hype est le propre de la communication, ça n'implique pas forcément de désillusion finale, une fois le jeu sorti. Comment le jeu vidéo a-t-il pu générer tant de déconvenues ? Est-ce qu'on peut vraiment résumer ça à susciter l'impatience enfantine du déballage de cadeaux ? D'ailleurs, Médoc, mis à part le cas particulier d'Anthem, les exemples que tu as donnés commencent à pas mal dater. Pourquoi ce qui était assez commun hier est devenu complètement marginal aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé, aussi bien dans la production des jeux que dans leur marketing, pour que les trailers bullshot deviennent une espèce en voie de disparition ? Les éditeurs auraient-ils écouté Didier Super quand il chantait « Manipulez-nous mieux » ? Du reste, peut-on réellement parler de manipulation de façon aussi catégorique ? M'est avis que derrière les célèbres coups de bluff qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, il y a plus que de simples tours de passe-passe. Alors oui, je suis d'accord avec ce que raconte. Mais vous avez l'air plutôt d'accord. Mais vous les avez vus, vous avez assisté, vous avez été hypé, vous, par les jeux que j'ai, Vas-y, un tout certain ce nombre de que jeux t'as que j'ai cité, cités. ouais. Ouais, pas- Ouais, que j'ai tous, cité, ouais, quasi ça tout ce que t'as réagit. Déjà, c'est une très bonne sélection. En fait, j'ai beaucoup aimé la suggestion de présentation. Je pense que on parle souvent de notes d'intention en fait quand on parle de ces bandes annonces, ou en tout cas de ce qui ressemble à ces passages jouables bien avant que le jeu soit dans cet état-là. Ce qu'ils appellent en interne des vertical slice. Donc en gros, on regarde le jeu comme un gâteau, on coupe une part du gâteau et on a un peu de tous les ingrédients. Ces machins-là, en fait, sont effectivement demandent de la ressource en interne pour être fabriqués. Sont bien sûr un peu pipotés pour plein de raisons, hein, parce que je dis c'est du After Effects, mais en fait il y a quand même des gens qui travaillent, enfin, c'est souvent quand même fait dans le moteur du jeu, c'est la fameuse petite ligne magique que tu as en bas, mais ça leur demande en plus de s'investir comme des dingues, ça dévie des forces de travail du vrai développement du jeu, parce que l'E3 par exemple en a besoin, ou les Game Awards en ont besoin, et au final je pense que quand l'esbrouf finit par exploser, ça fait du bien à personne, à part à toi. Ça me permet de faire des petites rubriques. Mais moi, non, effectivement, oui, c'est vrai ce que tu racontes. Et quelque part, qui aurait envie Eh de oui. se faire montrer l'état réel d'un jeu 3 ans avant sa sortie ? C'est ça. Et surtout d'un triple A qui va beaucoup Oui, évoluer. bien sûr. Et comme l'a dit Olbus, toi, je pense que tu commences à en voir même à la hauteur de Solo Dev. Oui, oui. Le côté. Tu veux montrer le produit cyclique. fini avant qu'il soit fini, quoi. Ouais. Oui, voilà. Oui, Et c'est puis ça. le côté cyclique du développement fait que ton jeu changera peut-être plein de fois de tête. Fez a changé 3 fois de visage alors que c'est un Ouais, jeu ouais. indépendant. Et ce côté non linéaire, ça change effectivement beaucoup de choses, quoi. Après, il y a plein de sujets qui se croisent, tu vois, parce que déjà, ces vidéos-là, généralement, quand elles sont en interne, c'est fait pour un peu homogénéiser la vision. C'est-à-dire Ouais. que Oui. d'avoir une espèce de slice qui est clair pour tout le monde, ça permet d'avoir un vrai outil pour organiser les équipes, en termes de management, etc. Dans tous les cas, c'est aussi des jeux qui ont des coûts extrêmement élevés. Fatalement, tu mises beaucoup sur les préventes pour savoir à quel point ton jeu, tu vas le pousser loin au Ouais. niveau des potards, de tout ce qu'il va proposer en termes de contenu, de qualité, etc. Et donc, il y a un peu une notion de, faut effectivement vendre le jeu avant qu'il soit vendu, donc le montrer sous un regard qui pourrait être celui Et puis, d'un consommateur qui peut l'acheter tout de suite, en fait. Mais tu vois, bizarrement, il y a aussi un autre truc, c'est que des fois, quand ça se passe bien et quand c'est bien fait, c'est pas remarqué. Tu regardes le premier trailer de Final Fantasy XVI cette fois-ci, Ouais. et il a été fait avec le moteur du jeu, la qualité Ouais. à l'état, en gros là où ils en étaient, quoi. Donc D'accord. l'éclairage était nul, les personnages mal intégrés dans le décor, etc. Enfin, c'était fait avec des bouts de ficelle, même si c'était quand même solide. Mais quand tu vois le jeu final sur les mêmes séquences dans des trailers récents, tu hallucines de voir le up qu'il y a eu. Mais après, je trouve effectivement que c'est
c'est la spécificité, comme le disait Olbius, de cette industrie, de te montrer, parce qu'elle en a besoin pour la hype, etc., sa vision, sa cible, et essayer de l'atteindre au maximum. C'est pas le cas de toutes les bandes annonces, attention. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, un truc marrant, c'est qu'on imagine difficilement ça, effectivement, pour des films. Sans compter que quand ils s'amusent à sortir ce genre de move, c'est-à-dire on va te sortir un trailer en bas à gauche, on va te marquer actual gameplay, et que le jour de la sortie du jeu, c'est vraiment, il y a une grosse différence, ça entame, et probablement que certains éditeurs s'en sont rendus compte, là, heureusement, en 2023, ça entame grave ton capital confiance, quoi. Non, mais il y a un truc sur lequel je vais revenir aussi, et on a déjà un petit peu parlé ici, mais quand il y a eu ce fameux leak d'informations et de données et d'images et d'assets liés au développement de GTA 6, on s'est rendu compte effectivement que le public a encore moins de prise avec la réalité du développement de jeux vidéo aujourd'hui, parce que ça devient de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de rouages dans la machine, etc. Et il y a aussi des business, notamment d'ambianceurs sur YouTube, etc., dont le but c'est de tourner et d'éduquer des 15-25 à une forme d'indignation parce que regardez, telle animation elle a été reprise, ce genre de choses. On a amené maintenant le public à décortiquer des trucs qui sont pas des choses qui devraient être décortiquées, et les suites ont toujours été construites sur des réutilisations d'assets. C'est les buissons de Mario, ce sont les nuages de Mario, et tous ces trucs là en fait, maintenant il y a aussi, ça y est, je vais le dire, il est vieux, le gars. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, quoi. C'est pour ça que moi, vraiment, le mot mensonge, juste par égard pour les développeurs. Oui, c'est pas eux de toute façon qui bricolent. On sait, ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment un truc qui est que je trouve de plus en plus violent. Mais une fois de temps en temps, tu vois, j'aime bien qu'on m'entende. Ouais. Du coup, la question, c'est vraiment, mais pourquoi on sort des trailers aussi longtemps en avance, et est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire ça? Mais comme je disais pour les précos, je pense vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer ce truc. C'est des considérations pour montrer qu'il y a de l'activité dans la boîte. Le truc, c'est que la métrique numéro 1 pour un éditeur et tout ça, et tout le service marketing, c'est vraiment combien ça fait de ventes avant d'être vendu, pour savoir en gros à quel point on charge et combien de temps dure, si on kill les projets ou pas, etc. Et donc évidemment, même quand tu fais juste un teaser avec un logo, tu vois ça te donne un peu une espèce de perspective de ce que c'est vendu, pas vendu, s'il y a des stats derrière de réseaux sociaux et compagnie. Et je pense que c'est ça en fait, c'est l'idée de montrer le truc le plus alléchant possible pour derrière voir si le projet, c'est la pub Facebook où tu vois la pub avant que le jeu soit fait. C'est vraiment ça, savoir quelle pub accroche, et après derrière tu fais ce jeu là, quoi. D'autant avec un certain nombre de jeux qui sont maintenant multi, tu sais, tu as besoin d'un certain nombre de serveurs, tu as besoin de stats, tu as besoin de chiffres. Donc c'est pour ça que ça va encourager les délires de préco comme ça. On sait, histoire de faire un lancement pas trop catastrophique. Mais après, c'est marrant, ça nous choque pas pour le jeu indépendant avec leur crowdfunding, où en fait la plupart du temps il n'y a pas grand chose encore qui est fait au début, et tu finances. Moi j'ai ragé sur certains projets. Ouais. Je vais pas dire les noms parce qu'à chaque fois c'était des personnes seules ou des petites équipes. Mais clairement, moi il y a des trucs que j'ai pas backé, mais sur lesquels j'étais très hypé, et ça montrait des images. Ça va être ça le jeu. Et en fait, pas du tout. Justement, avec le 3 qui n'est plus physique, je terminerai là-dessus. Ce qui va me manquer, c'est cette époque où il y a des gens qui sont rentrés et qui ont joué à la version d'un jeu qui n'existera jamais. J'ai eu le plaisir de pouvoir jouer à une très vieille version de Skull and Bones. Ce sera absolument pas, mais c'était pas du bullshot. J'ai joué à ce truc-là et franchement, j'avais trouvé ça assez amusant. Les gens qui ont approché ou qui ont été dans les salles de projection pour les premières versions de Resident Evil 4, je sais plus quel Zelda, c'était avant Wind Waker, où il y avait eu cette espèce de teasing d'un Zelda hyper dark pour aller vers le GameCube, et des gens pourront dire j'y étais. Et cette culture orale là, effectivement, de fichiers que tu retrouves pas du tout sur YouTube, je trouve ça assez chouette, et t'as toujours des mecs qui reviennent avec des bonnes anecdotes. Écoutez, merci beaucoup, Médoc, pour cette take qui nous a fait dire des trucs extrêmement intelligents sur la fin, quand même. On s'est bien chauffé. Jusque-là. Mais si, mais ne te dévalorise pas. Toi aussi, oui, évidemment.